Hello, c'est Thibaut et vous écoutez Le Jour Pop Off, le format un peu chill, sans filtre, sans filet, du Jour Pop classique. Et je suis super content de vous retrouver pour un deuxième numéro. Et avant de commencer, je voulais vous remercier parce que suite au premier numéro de ce Jour Pop Off que j'ai fait sur la Starac, vous avez été super nombreux à me faire vos retours. J'ai reçu pas mal de DM sur Instagram me disant que le format il vous plaisait et surtout que ça ouvrait à la discussion. Et ça, je trouve ça trop cool parce que du coup, on a eu plein d'échanges hyper intéressants sur le sujet et ça m'a donné envie, surtout de faire un nouveau numéro et de trouver un autre sujet qui prête à discussion. Et là, je pense que j'en ai trouvé un sérieux. Rihanna, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Rihanna. Si vous me suivez, vous avez pu remarquer que je fais généralement des jours pop qui sont en lien avec une actu, au moins parce que même moi aussi, quand je me mets à réécouter un artiste parce qu'il a une actu, j'ai envie d'en parler. C'est le cas de Sophie Ellis-Bextor dernièrement. Rihanna, vous vous doutez qu'elle n'a pas eu d'actu musicale en l'occurrence, donc j'ai toujours pas fait de jour pop sur elle. J'ai commencé à en faire un l'an dernier quand elle a fait le Super Bowl, la mi-temps du Super Bowl, et je pense qu'on était tous en tout cas dans le même mood, c'est-à-dire enfin, ça y est, elle revient à la musique, elle a laissé tomber le maquillage, elle a laissé tomber les sous-vêtements, on repart aux affaires sérieuses. Et non, dès la première image de ce Super Bowl, elle a clairement annoncé la couleur en caressant son baby bump, comme on dit, son ventre de femme enceinte. Je ne sais pas à combien de mois elle était quand elle a fait le Super Bowl. Mais en tout cas, voilà, dès la première seconde, en tout cas, il y a ce qu'on appelle un statement, une prise de position. Mais ça, je pense que j'en reparlerai plus tard dans l'épisode parce que ce genre d'action, ça fait partie intégrante du personnage de Rihanna. Mais en tout cas, dès la première image en fait de ce Super Bowl, elle a clairement dit voilà, enfin on a compris en tout cas que il y avait un deuxième enfant dans les tuyaux et qu'il n'y avait pas de tournée. Alors déjà, clairement, on a tous compris qu'il n'y aurait pas de tournée parce que si vous vous souvenez bien, l'an dernier à la même époque, Beyoncé avait annoncé le Renaissance World Tour, Madonna avait annoncé le Celebration Tour, il y avait Taylor Swift qui allait sortir du bois, donc on était tous en mode, bon on n'a plus d'argent, mais il y en a quand même pour Rihanna. Bon, là du coup ça nous a fait faire des économies clairement, mais il y avait toujours la possibilité d'avoir ce fameux nouvel album, ce premier album depuis 2016, donc à l'époque ça faisait 7 ans, ça fait 8 ans maintenant. Et surtout qu'à l'époque, elle avait sorti la chanson titre du film Black Panther. Donc, tous les signaux étaient ouverts pour avoir un nouvel album de Rihanna. Et non, un an plus tard, toujours rien. Toujours pas d'album de Rihanna. Régulièrement, il y a des rumeurs. Ça y est, elle est en studio, etc. C'est assez particulier parce que depuis donc 8 ans, si je ne me trompe pas, il n'y a eu absolument aucun leak, aucune fuite d'une quelconque chanson inédite de Rihanna. Et c'est assez ouf, parce que clairement, alors on sait que par exemple Beyoncé, elle est très très forte, par exemple pour garder le secret, comme l'annonce de l'acte 2 de Renaissance en mode country, là, que je crois que personne n'avait vu venir, en tout cas dans ce style-là. Mais depuis 8 ans, il n'y a eu aucune chanson de Rihanna qui est sortie, même sous le manteau. Alors des fois, je me dis, mais est-ce qu'au moins elles existent ? Est-ce qu'au moins il y a eu des chansons de Rihanna qui ont été enregistrées depuis tout ce temps ? Je pense que oui, parce qu'elle a parlé assez librement de ce nouvel album. Bon, alors cet épisode, il est pas du tout, en tout cas dans l'idée que je m'en fais, pour spéculer sur l'existence ou non de cet album, sur le style qu'il va avoir, etc. J'avais plus envie de revenir en tout cas sur comment en fait Rihanna a marqué en tout cas son époque, a marqué sa génération, a marqué la pop musique, a marqué l'industrie. Son impact, il est quand même incroyable. Il est quand même incroyable. J'avais envie de revenir avec vous là-dessus, sur même mes souvenirs perso que j'ai vis-à-vis de Rihanna. Rihanna, moi la première fois que j'en entends parler, je pense que ça devait être Pon de Replay. Ça devait être ça. Moi j'ai 2 ans de moins que Rihanna, je crois. Donc j'avais 15 ans, 14-15 ans. Mais en fait, je crois que cette chanson, elle m'a pas marqué plus que ça, parce que c'était vraiment dans la vibe de l'époque. On était vraiment dans ces sons un peu caribéens. Il y avait Sean Paul qui marchait bien à l'époque, voilà. Et c'était juste une gamine mignonne parmi d'autres, en soi. Mais vraiment là où je me suis dit,
Tiens, Rihanna, elle a quelque chose en plus. C'était en 2006, je crois, donc 2 ans après, quand elle a sorti l'album A Girl Like Me, si je me trompe pas. Et surtout la chanson SOS, avec cette reprise, c'est pas vraiment une reprise d'ailleurs, c'est plutôt une adaptation ou un sample de Tinted Love de Soft Cell. On n'était pas encore dans cette grosse vague de dance pop bien électronique qui va déverser sur le monde avec Lady Gaga en 2008, mais il y avait quand même déjà ces sonorités-là. Ce titre, avec cette fille absolument sublime dans ce clip qui se tord dans tous les sens, enfin vraiment, elle était incroyablement belle. Elle est toujours d'ailleurs, mais elle capte l'image, elle a cette voix qui est à la fois... comment dire? La voix de Rihanna, elle a quelque chose qui est... Elle a quand même une puissance, elle a quand même une douceur, elle est très protéiforme en fait, la voix de Rihanna. Elle s'adapte à tous les styles, et ça, elle va plus que le prouver d'ailleurs. Clairement, c'est une fille, en fait, quand j'ai vu cette chanson, quand j'ai entendu cette chanson, quand j'ai vu ce clip, je me suis dit, elle a tout pour elle. Elle a vraiment tout pour elle. Et ça a cartonné. En tout cas, la chanson a vraiment bien marché. Et après, il y a eu Unfaithful, il y a eu un duo avec Neyo aussi. Enfin, plein de petits tubes comme ça qui, j'allais dire, qui payaient pas de mine, qui fonctionnaient bien, mais qui ne la plaçaient pas non plus comme la star des stars. Voilà, elle faisait son chemin, elle faisait son trou, et elle le faisait plutôt très bien. Évidemment, la vague Rihanna va devenir un tsunami avec Umbrella. Donc là, un tournant clairement plus hip-hop, en faisant un duo avec Jay-Z. Moi, je me souviens très bien, j'étais en terminale à l'époque. J'étais complètement fou de cette chanson. Vraiment, je la trouvais incroyable. C'est vraiment un tube parfait. Umbrella. Un tube, pour moi, un tube pop réussi, c'est aussi un clip réussi. Et le clip d'Umbrella, il est parfait, en fait. Il est parfait dans la choré, dans l'image. À un moment, elle est aussi complètement nue dans toute, j'allais dire vêtue, en tout cas peinte de paillettes ou d'argent. C'est argenté presque, plus que pailleté. C'est des images qui restent, c'est des images qui sont gravées avec un beat qui est ultra efficace, avec un refrain qui vraiment reste en tête. Vraiment le combo parfait, en tout cas, pour exploser. Et ça a explosé. Et le single d'après, c'était Don't Stop the Music, Please Don't Stop the Music, qui est assez ironique quand on sait qu'aujourd'hui elle a complètement arrêté la musique, mais bon, ça c'est un autre sujet, avec ce sample de Michael Jackson. Et là, en fait, on se rend compte qu'on est face à une machine de guerre pop. Elle était vraiment là pour écraser la concurrence et s'imposer. Vraiment. Alors l'album que défendaient ces chansons, c'était Good Girl Gone Bad. Bon, l'idée c'était toujours de faire passer cette gentille jeune fille qu'on avait connue adolescente avec des peines de cœur comme une bad girl. Bon, ce côté bad girl Riri, il viendra plus tard, mais en tout cas, ça peut faire sourire aussi, parce que c'était quand même très gentil. Umbrella, Don't Stop the Music, Rehab, qui sont clairement des chansons excellentes. Enfin, moi, cet album, il est vraiment excellent. Mais le postulat de la faire passer pour une bad girl, c'était, bon, c'est pas plus... c'est pas plus caricatural que quand Michael Jackson chante Bad ou quand Ariana Grande, plus tard, chantera Dangerous Woman. Mais c'est un postulat. C'est une volonté de casser une image. Ça, elle l'a fait très bien. Et évidemment, il y a un aspect dont je ne peux pas ne pas parler concernant Rihanna, c'est les cheveux. Et Rihanna a vraiment créé, je trouve, une révolution capillaire constante entre le milieu des années 2000 et le milieu des années 2010. C'est-à-dire que chaque album était accompagné d'une coupe de cheveux. Elle instaurait une mode. Elle insufflait vraiment... je pense que c'est dans les salons de coiffure... ça devait être la folie dès que Rihanna avait une coupe de cheveux, parce qu'on se dit, mais on va être envahi. Le nombre de jeunes filles qui ont eu des carrés plongeants en 2007 et en 2008, c'était incroyable. Et les filles de mon âge, mais il y en avait une flopée qui se faisaient des carrés plongeants. Alors ça leur allait plus ou moins bien, mais en tout cas, c'était aussi Enfin, moi, je le voyais comme l'impact qu'avait Rihanna sur la jeunesse, sur le style, sur la mode, et ça... mais sur les tatouages aussi. C'est-à-dire que Rihanna, je trouve, a
largement contribué à démocratiser la mode du tatouage. Vraiment. Avant Rihanna, il y avait peu de pop stars qui avaient des tatouages, en tout cas, qui en faisaient quelque chose d'aussi... comment dire, quelque chose d'aussi stylé. Voilà. C'est-à-dire que avant le tatouage, c'était la petite salamandre sur l'épaule ou sur la cheville ou ou le petit soleil dans le bas des reins. Enfin, c'était moi c'est les tatouages que j'ai de Britney en tête parce qu'elle avait ça. Il y avait quand même un côté un peu cagole. Hein, le tatouage avait quand même un côté un peu cagole. Et à la fin des années 2000, au début des années 2010, ça s'est vraiment, vraiment démocratisé. C'est un poil retombé, je pense, mais en tout cas, les gens de ma génération, si vous en faites partie, beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde a un tatouage. C'est même devenu quelque chose d'assez standard, en fait, d'avoir des tatouages. Pour moi, en tout cas, je trouve que Rihanna y a largement contribué. Et là, on est dans le récit que je vous fais, on est en 2008, c'est ça? Je pense que 2008, c'était l'époque où elle a sorti Disturbia, où elle a été marraine de la Starac, pour faire un lien avec mon épisode précédent. Elle a déjà 3 albums à son actif. Voilà, en 3 ans, ou 2005, je crois, le premier, allez. En 4 années, elle a sorti 3 albums, elle a fait, je crois, autant de tournées. Et c'est vraiment symptomatique en fait de ce que sera Rihanna à cette époque-là, c'est-à-dire un travail non-stop. Il y a ce mème, vous le voyez, de Lady Gaga qui dit bus, club, next club, another club, plane, concert, je sais plus ce qu'elle dit. Enfin, elle dit beaucoup elle enchaîne en fait comme ça pour montrer à quel point le rythme était soutenu. Et Rihanna, c'est ça. Et 2008, je crois que c'est la seule année où elle n'a pas sorti de véritable album, mais il y a eu la réédition de Good Girl Gone Bad. Et arrive cette année 2009 qui va être, je trouve en tout cas, charnière dans la vie, dans la carrière de Rihanna. Au début de l'année, elle se fait tabasser par Chris Brown. Il y a, c'était, je crois, une scène de jalousie qui a eu lieu, je crois, en marge des Grammy Awards. Avant, parce qu'elle devait y assister, finalement, elle n'y a pas assisté. Et cette photo de son visage tuméfié qui a été dévoilée, je crois, par TMZ. Mais cet épisode, il a clairement marqué un tournant dans la vie et dans la carrière de Rihanna. Et je me souviens des interviews qu'elle avait données à la sortie de Rated Heart, qui est l'album qui a suivi, donc en fin d'année 2009, quelques mois après, où le discours, en tout cas, qu'elle tenait, c'était qu'elle ne voulait pas être résumée à son statut de victime. Voilà, elle ne voulait pas être vue uniquement par ce prisme-là, et même tout simplement vue par ce prisme-là. Et en réponse, elle a sorti ce qui est, pour moi, sa plus grande réussite, c'est l'album Rated Heart, qui est un album, là, pour le coup, vraiment Good Girl Gone Bad, clairement, et avec cette chanson incroyable, Russian Roulette, mais vraiment, cette chanson, c'est vraiment peut-être ma préférée de Rihanna avec Diamonds. Et cette chanson, c'est la première qui sort après la violence qu'elle a subie de la part de Chris Brown. Et donc, elle est d'autant plus forte. Une chanson qui suit et qui est une de mes préférées aussi de Rihanna, c'est Rude Boy. Et c'est même un peu provocateur, finalement, de sortir une chanson qui s'appelle Rude Boy. Rude Boy, ça veut dire garçon mal élevé, mal poli. Et dans la chanson, elle chante: ok, t'es un rude boy, mais is you big enough? Est-ce que t'es assez gros? Ça, c'est un jeu de mots un peu trivial, mais est-ce que t'es capable, en tout cas, de m'affronter? Parce que, en fait, moi, je vaux mieux que toi. Et alors, c'est la double lecture, en tout cas, qu'on peut avoir de cette chanson quand on connaît aussi le passif de Rihanna. Ça lui donne une autre dimension. C'est pour moi à ce moment-là où elle est devenue aussi une icône féministe, clairement. C'est-à-dire que ce postulat de se dire « je ne suis pas une victime, je ne veux pas qu'on me voit comme ça », au contraire, je veux montrer que je suis forte, que je suis puissante. Alors c'est toujours tragique de devoir passer par des épreuves comme ça, mais c'est ce qui forge aussi une personnalité. Et pour remettre les choses dans leur contexte, elle avait seulement 21 ans. Elle avait seulement 21 ans, c'est-à-dire qu'elle était déjà une superstar, elle avait déjà sorti 4 albums. Et
Et elle avait à peine 21 ans. Enfin, si vous vous souvenez, quand vous avez eu 21 ans et à quel stade de votre vie vous étiez, mais en tout cas, on se confronte déjà à des épreuves de vie. Il y en a d'autres qui arrivent derrière, mais c'est aussi à ce moment-là qu'on forge qui on devient. Et du coup, cet album-là, pour moi, il est essentiel dans la carrière de Rihanna, de par aussi l'esthétisme très dark, en tout cas, qu'elle explore. Il y a des photos un peu sadomaso de Helen von Wert. C'est aussi la période où elle explore vraiment la nudité d'une façon beaucoup plus sexualisée. Là, elle y allait beaucoup plus. Et c'est là où ça va être le tournant, en tout cas, de sa carrière et de sa discographie. Mais avec cette parenthèse Loud qui va arriver un an après. Et là on est parti, en tout cas, dans cette succession de un album par an avec une tournée qui l'accompagne. Et là, vraiment, elle a enchaîné d'une façon assez incroyable. Et Loud, ça a été là aussi une révolution capillaire, parce que le nombre de jeunes filles qui se sont teint les cheveux en rouge à cette époque-là, c'est quand même incroyable. Et alors, beaucoup plus doux, beaucoup plus mainstream comme son, même si la première chanson c'est S&M, c'est cette ode au sadomasochisme sur une musique hyper enjouée qui, je pense, a cartonné dans les cours de collège, mais c'est très drôle aussi, en fait, la façon dont elle le fait, donc la façon dont, en fait, elle ne renie pas non plus la période Rated Heart, mais en l'enjolivant un peu. Et cet album, c'est vraiment une réussite pop incroyable. Et pour aussi recontextualiser la façon dont il a été fait, c'est-à-dire que Rihanna, à cette époque, sa maison de disques crée des sortes de camps de vacances, si je puis dire, où ils réunissent des songwriters, des gens qui écrivent et qui composent des chansons, dans l'idée de, voilà, donc on vous réunit ensemble dans une villa, dans un hôtel, enfin voilà, dans un lieu assez propice à la création. Vous êtes nourris, logés, blanchis, et vous devez créer des tubes. Clairement, c'est ça. Il y a des auteurs, des compositeurs qui se réunissent, qui créent des chansons, qui vont se mélanger les uns avec les autres, dans la création, évidemment, de chansons. C'est pour ça que des fois, quand on lit les crédits, en tout cas des chansons, que ce soit de Rihanna ou de Beyoncé, parce que je sais que les deux, en tout cas, ont très fonctionné comme ça à cette époque-là, il y a 15 personnes. 15 personnes qui écrivent la chanson. Et parce qu'en fait, il y a un bout de refrain de l'un, il y a un bout de couplet de l'autre, il y a la mélodie d'un troisième. Pour Rihanna, c'est comme ça que les choses se sont faites. C'est vraiment de la pop à l'échelle industrielle. Parce qu'il faut sortir un album par an, il faut sortir 5 tubes possibles qui vont être numéro 1. Et ça a marché. Ça a marché du feu de Dieu. Quand on écoute Loud, il n'y a que des tubes. Il n'y a vraiment que des tubes. Et quand on écoute l'album suivant, qui est Talk That Talk, alors lui, je crois que c'est vraiment l'album qui a été fait dans lequel elle s'est probablement le moins impliquée, je crois, parce qu'elle était en pleine tournée pour l'album Loud, elle enchaînait les promos, enfin, elle l'a enregistré, mais vraiment là où elle pouvait, quoi. En gros, on lui fout un micro dans le bus, dans l'hôtel, et vas-y qu'elle l'enregistre. Et l'album, il est pas mauvais en soi, mais il est porté par le choix de faire appel à Calvin Harris. Et là aussi, qui va propulser Rihanna dans une autre sphère, une sphère électronique, une sphère EDM, là où elle était très R&B, très hip-hop. We Found Love, tube incroyable qui montre une nouvelle fois la capacité de Rihanna de se fondre dans n'importe quel style. C'est-à-dire que elle a fait un tube avec Russian Roulette, qui est une ballade mid-tempo, un peu dark. Ensuite, elle a enchaîné avec de la grosse dance pop à la Only Girl in the World. Ensuite, il y a un tube reggaeton un peu qui est Man Down. Et là, on arrive dans une sphère totalement électronique, vraiment gros beat club avec We Found Love et Where Have You Been. Et là aussi, ça lance la carrière de Calvin Harris, parce que Rihanna a aussi lancé les carrières d'auteurs-compositeurs
de compositeurs et de producteurs même. Il y a Sia après. Sia qui va faire Diamonds, l'album suivant, donc on est en 2012 maintenant. Unapologetic, donc qui va... Alors Sia, sa carrière a été pas mal lancée avec Titanium, mais je crois que c'était à peine un an avant. Et là, faire appel à Sia en tant qu'autrice-compositrice. Alors, je ne sais plus en tout cas à quel niveau elle est créditée dans la chanson, mais c'est ça aussi qui va propulser sa carrière. Et derrière, elle va travailler avec Beyoncé d'ailleurs. Il y avait toute cette blague comme quoi elle vivait dans sa cave pour lui faire des chansons. Elle va travailler avec Céline Dion. Enfin voilà, bon, je ne compte. J'ai plus en tête même toutes les productions que va faire Sia au début des années 2010, mais voilà, elle a même fait l'album de Britney Spears un an après, donc tout ça, c'était sorti à la même période. En plus, je me souviens, l'album de Céline Dion, de Britney Spears et de Beyoncé, tout ça, c'était sorti fin 2013, donc un an après Unapologetic. Mais là où il faut aussi reconnaître les talents d'interprète incroyables de Rihanna, c'est que quand on écoute Diamonds, je trouve qu'on entend la façon de chanter de Sia, et que Rihanna s'est totalement calquée sur probablement la démo que lui a faite ou lui a envoyé Sia, mais qu'elle a quand même réussi à en faire une chanson de Rihanna. C'est ça qui est même de l'ordre de la magie, en fait. C'est-à-dire que elle fait les choses d'une façon... Elle a l'air, en fait, Rihanna aussi, et c'est ça qui fait son charme incroyable. Elle a l'air de faire les choses d'une façon détachée, sans se prendre la tête, très simplement, et ça fonctionne toujours. Elle est même un peu énervante là-dessus, c'est-à-dire que tout a l'air si facile en fait, alors qu'il y a énormément de travail, et qu'elle gère une pression incroyable d'une façon, mais tellement chill, tellement... Moi je me souviens, c'était pour Unapologetic, si je me trompe pas, où elle avait eu cette idée, ou en tout cas elle avait accepté cette idée marketing incroyable de faire 7 concerts dans 7 pays différents pendant 7 jours. Et le lundi, elle était à Los Angeles, le mardi, elle était à New York, le mercredi, elle était à Londres, le jeudi, elle était à Paris. Enfin, je crois qu'elle avait chanté au Trianon en plus, enfin, c'était une petite salle. Et c'était incroyable, mais c'était Rihanna. Rihanna était partout, tout le temps, et il y avait au moins 2 singles de Rihanna en boucle sur les radios non-stop, quoi. Après, il y a eu Stay, et qui était aussi, voilà, très gros carton. Et là, c'est la première fois que je l'ai vue sur scène, Rihanna. Tiens, c'était en 2013, c'était en juin, je crois que c'était début juin 2013, à Montpellier. Et c'était... alors, j'allais dire, je vais encore comparer à Beyoncé. Mais Beyoncé, il se trouve qu'à chaque fois que j'ai vu Rihanna en concert, donc c'est-à-dire 2 fois, j'ai vu Beyoncé 2 semaines avant, en 2013 et en 2016. Et forcément, il y a une comparaison qui se fait. Voilà, c'est-à-dire que je vois 2 pop stars incroyables en 2 semaines d'écart, forcément qu'il y a des comparaisons qui se font. Et en fait, je trouve qu'il y a toutes leurs personnalités qui sont sorties de ces concerts. C'est-à-dire que j'ai aussi découvert Beyoncé en 2013, donc c'était le Mrs. Carter Show, complètement bluffé par la performance aussi, parce que c'est Beyoncé, que c'est très cadré, des fois ça manque peut-être un peu d'humanité, mais c'est très propre, c'est très pro, il y a limite rien à dire. Et, voilà, la seule remarque négative, c'est qu'il n'y a rien à dire, justement. Rihanna, donc 2 semaines après, elle s'est pointée, je crois, à 22h10, enfin un délire. Vraiment, elle est arrivée avec 2 heures de retard. On était à l'Arena de Montpellier, on était début juin, il faisait presque 30 degrés dehors, à l'intérieur, c'était insoutenable. Quand la lumière s'est éteinte, les gens ont hué, je me souviens. Et là, elle est arrivée sur scène. Alors, c'était très sobre comme entrée. Elle est arrivée sur la chanson Mother Mary, donc c'était une sorte presque de prière en tout cas. Et elle a chopé la salle. Elle a chopé la salle parce qu'elle a un charisme incroyable. Et le concert, il était assez court. Je pense qu'il a dû durer 1h30, 45 grand max. Et là, on est à l'inverse total de Beyoncé. Elle exécute son show très bien. Voilà, la mise en scène était parfaite pour un show pop. Mais Rihanna, elle avait cette espèce de nonchalance constante
où des fois elle chantait même pas les refrains. Enfin, je crois que la signature de Rihanna, c'est de pas chanter les refrains, c'est-à-dire de laisser la bande faire, de se foutre complètement qu'il y ait du playback. Elle le fait avec une espèce de nonchalance, mais hyper classe, hyper assumée, qui fait en fait que c'est toute sa personnalité qui transparaît, et on se laisse emporter. Et on se laisse emporter, et même attaché par ce qu'elle est. Et j'ai adoré cette soirée. J'ai adoré cette soirée parce que c'était un show qui avait plein de petites imperfections, mais quand même, il y avait derrière, en tout cas, je sentais qu'elle s'amusait quand même d'être sur scène. Et en plus, je crois que c'était une tournée marathon d'une centaine de dates dans le monde entier. Elle faisait le Stade de France quelques jours, quelques semaines plus tard. Donc, il y avait quand même ce plaisir de faire son métier et de communiquer avec son public. Et ce qui est drôle, c'est qu'après cette tournée Diamonds, qui je crois s'est terminée fin 2013, il y a eu un espèce de blanc dans sa carrière, et pour la première fois, elle a fait une pause. Il n'y a pas eu d'album en 2013, il n'y a pas eu d'album en 2014, et je me souviens qu'à l'époque, on se disait déjà, mais est-ce qu'elle va revenir, Rihanna? Mais pourquoi elle prend autant de temps alors qu'elle prenait juste le temps normal d'un travail de pop star classique, si je puis dire, c'est-à-dire un album tous les 2, 3, 4 ans. Et donc il y a eu des chansons, il y a quand même eu des chansons entre-temps, il y a eu Bitch Better Have My Money évidemment, il y a eu 4-5 Seconds avec Kanye West, avec Paul McCartney, donc des tubes hein, quand même, elle a quand même réussi à faire des tubes. Et il y a eu du coup cet album Anti, donc qui est sorti, je me souviens, dans un chaos où il y avait des teasers qui étaient réalisés par Woodkid d'ailleurs, mais qui en fait étaient juste des pubs pour Samsung et qui n'avaient aucun lien avec l'album. La pochette, elle l'avait dévoilée des mois avant, il n'avait jamais de date. Enfin, c'était très compliqué. Ils ont annoncé d'ailleurs sa tournée fin 2015. Donc là, elle faisait le Stade de France. Mais il n'y avait pas d'album, il n'y avait pas de date. Enfin, c'était très très flou. Et finalement, c'était à l'image de ce qu'on connaît encore aujourd'hui. C'est-à-dire, on est un peu perdu de ce que fera ou ce que va faire Rihanna. Et l'album est sorti. Et j'ai pas accroché, moi, à Anti, à sa sortie. Et à l'époque, c'était pas un univers qui me parlait nécessairement, dans lequel je prenais plaisir à écouter. Il se trouve que c'est un album, quand je le réécoute aujourd'hui, je l'écoute du début à la fin. C'est vraiment un très très bon album, un très bon projet en tout cas. Vraiment conçu comme un album et pas comme une succession de tubes. Et il y a eu l'Anti-World Tour. Et je trouve qu'il porte extrêmement bien son nom parce que c'était exactement l'inverse de ce qu'on pouvait attendre d'un concert de Rihanna au Stade de France. Alors moi, il se trouve que j'étais très bien placé, j'étais en fausse or quand ça coûtait pas encore 850 €. Et donc j'étais très près de la scène, finalement c'est comme si je l'avais vu à Bercy, parce que la scène était assez petite, il n'y avait pas de décor, c'était très blanc, c'était très Kanye West dans l'ambiance. Assez clinique, même les tenues c'était très monochrome, enfin voilà, il y avait un vrai mood en tout cas dans ce spectacle. Je crois qu'il a duré 1h15, enfin quelque chose comme ça. Elle est arrivée avec Stay, Love the Way You Lie, enfin elle est arrivée avec des ballades, enfin c'était très surprenant. Et là encore, j'avais vu 2 semaines avant l'incroyable Formation World Tour de Beyoncé, vraiment un de mes shows pop les plus incroyables que j'ai pu voir. Mais figurez-vous que quand bien même le spectacle de Rihanna a vraiment été... on peut pas dire c'est incomparable avec le Formation World Tour. Ben, je vais pas dire que j'ai préféré, parce qu'ils sont incomparables, comme j'ai dit, mais j'en suis ressorti... Je me dis, ah, mais elle s'en fout. Elle fait son show, elle fait ce qui lui plaît, elle n'attend rien de personne, en fait. Il y a quelque chose comme ça chez Rihanna, où elle est totalement décomplexée du regard extérieur, et ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou de voir une artiste qui a une forme totale de liberté dans sa création, et sur scène aussi. C'est vraiment le souvenir que j'ai de Rihanna sur scène, en tout cas les 2 fois où je l'ai vue. C'est peut-être les 2 seules fois de ma vie où j'aurais vu Rihanna sur scène. Mais en tout cas, je me dis, j'ai même eu la chance, en tout cas, de la voir sur scène. Et c'est ce qui marque, en tout cas, la fin de la carrière musicale de Rihanna, la fin, en tout cas, d'une grosse partie de sa vie et de sa carrière, puisque je crois que c'est l'année d'après, je crois que c'est en 2017, où elle lance Fenty. Et là,
clairement, c'est un coup de maître. Moi, quand... alors, elle avait déjà fait des partenariats avec Puma, je crois, des collaborations avec MAC, mais quand elle sort Fenty, Fenty Beauty, du coup, moi, je suis là, bah... Oui, bon, elle sort du maquillage, quoi, mais elle a déjà sorti des parfums, qu'est-ce que ça va changer? Et alors moi je suis pas du tout influenceur make-up comme vous pouvez vous en douter. Je crois qu'en fait ce qui a fait la différence et de ce que j'en ai compris, c'est qu'à l'époque aucune marque de maquillage ne proposait autant de teints de peau différents. Voilà. Et je crois que quand elle a lancé Fenty, il y avait une cinquantaine de carnations possibles pour des fonds de teint. Et ça a été une révolution. C'est vrai que moi, qui me suis jamais trop intéressé plus que ça au maquillage, j'avais pas conscience en fait qu'il y avait différents types de fond de teint pour différentes marques en fait, je veux dire, qui étaient spécialisées pour différentes carnations. On peut pas être spécialiste de tout. En tout cas, je m'y étais, je pense, tout simplement pas intéressé. Voilà, c'est juste ça. Et là, c'est un coup business incroyable. La marque devient vraiment une des références dans le monde du maquillage. Et aujourd'hui, Fenty Beauty est totalement, a totalement sa place dans cette industrie, et même plus que sa place. Je pense qu'elle doit être même leader sur certains créneaux. Et là où Rihanna a très bien compris le truc, elle a capitalisé aussi sur les influenceurs, sur les youtubeurs, sur cette proximité qu'elle pouvait avoir, parce qu'elle faisait elle-même ses tutos. Et ça, c'était quand même assez génial. À l'époque, c'était pas ça, en tout cas, le marketing de la beauté par les stars. Parce que, si vous vous souvenez, Britney Spears, elle a sorti des tonnes de parfums, Beyoncé aussi, et c'était que des trucs qu'on trouvait même pas en France, à part dans les supermarchés. Voilà, c'était vraiment bas de gamme. Une qui a un peu changé le truc au niveau marketing, moi je me souviens, c'était Lady Gaga quand elle a sorti son parfum Fame, qui était incroyable, ça sentait la pute, mais c'était vraiment, j'adorais ce parfum, bon bref. Et je crois qu'il était en vente à Sephora, ce qui n'était pas le cas à l'époque des cosmétiques, en tout cas de Popstar. Et Rihanna, elle a, je pense, un coup marketing incroyable parce qu'elle s'est liée aussi avec Bernard Arnault. Donc, elle a eu le droit elle a été distribuée dans les Sephora. Donc, clairement, elle a lié cette notion de proximité, de spontanéité aussi, qui fait sa marque de fabrique, avec du maquillage et de la beauté. Et comme je vous l'ai dit, Rihanna était déjà hyper influente en question style. Avec ses coupes de cheveux et avec ses tatouages, et elle était déjà très influente dans la mode, et elle a aussi largement contribué à changer cette industrie-là. Rihanna, elle a non seulement cassé les barrières entre voilà, c'est-à-dire que c'est pas juste une pop star, c'est pas juste une businesswoman, c'est pas juste une femme, c'est pas juste une mère de famille désormais. Tout cet ensemble-là fait sa célébrité. Et elle s'est aussi implantée, en tout cas, et elle a aussi façonné cette nouvelle célébrité-là. Et s'il n'y avait pas eu de Rihanna, je ne pense pas qu'une Kim Kardashian ou une Kylie Jenner seraient aussi influentes qu'elles le sont aujourd'hui. Parce que derrière, il y a une Rihanna qui a déjà ouvert un marché de cosmétique de célébrité. De mon point de vue, en tout cas, clairement, l'impact de Rihanna est indéniable là-dessus. Et si Kylie Cosmetics est devenu aussi important, c'est parce qu'il y a eu Fenty Beauty derrière, ou avant. Et pareil, Selena Gomez aussi a lancé sa marque de make-up, je crois qu'il marche très bien. Ariana Grande aussi l'a fait. Rihanna a vraiment ouvert la voie de ce type aussi de célébrité qui ne se cantonne plus à, voilà, c'est une chanteuse, donc elle peut être un peu actrice. Non, elle est chanteuse, elle est actrice, elle est businesswoman, et en fait elle a toutes ces cartes-là. Et Rihanna l'a fait d'une façon, à son image, très simplement, très naturellement, très spontanément, limite sans faire exprès. C'est ça qui est assez génial avec Rihanna, c'est qu'on a l'impression qu'elle le fait comme ça,
mais c'est très réfléchi derrière et elle a beaucoup de travail, elle a beaucoup de volonté, mais elle a cette nonchalance permanente qui fait que même quand elle fait le Super Bowl, je pense qu'elle a bossé comme une tarée. Et en fait, quand elle le fait, moi j'ai adoré sa prestation au Super Bowl. J'ai vraiment trouvé ça incroyable. Enfin, faut quand même se dire qu'elle chantait enceinte, accrochée avec un câble sur une plateforme tendue par 4 fils à 30 mètres du sol. Enfin, et en live en plus. Et c'est ça pour moi qui fait toute la magie, en tout cas, de Rihanna. C'est peut-être pour ça que moi j'attends plus rien de Rihanna. Elle m'a tellement donné, je crois qu'elle a tellement donné aussi à la pop music. Elle a servi 8 albums, dont je vais enlever le premier, puisque le premier, Music of the Sun, moi je le connais très peu finalement. Mais les 7 autres sont admirables. C'est vraiment des pépites, chacun dans leur domaine, chacun dans leur style. Et là, il y a aussi cet effet qu'il y a tellement d'attentes. Ça fait tellement longtemps qu'on parle, on attend cet album-là, que c'est sûr qu'il y aura peut-être que des déceptions. Enfin, elle peut pas... Je sais pas en fait comment. Et ça je suis très curieux d'avoir vos ressentis si vous êtes arrivé. Oh là là, je viens de voir le compteur, je suis à plus de 45 minutes de blablatage, mais d'avoir votre avis en tout cas sur comment vous voyez l'avenir pour Rihanna. Parce que, alors moi je suis pas du tout Nostradamus. Alors là vraiment, si j'ai une compétence que je maîtrise pas du tout, c'est l'avenir. Et clairement, ça se trouve, vendredi, après la sortie de cet épisode, elle annonce un single et mon épisode est totalement caduc. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais voilà, je suis très curieux en tout cas de l'avenir de Rihanna, mais tout ça aussi pour vous dire que je trouve que elle a tellement donné à la pop, elle s'est tellement donnée, elle a tellement façonné de style, de genre, tellement laissé un impact indélébile sur ce qu'est la pop musique aujourd'hui, sur ce qu'est être une pop star aujourd'hui. Finalement, elle a plus rien à nous donner. Elle a plus rien à nous donner. Et dans un autre style, c'est la même chose pour Britney Spears. Britney Spears, dans sa biographie, elle a clairement dit que la musique, c'était plus du tout prioritaire pour elle. Mais en fait, ces deux femmes ont tellement donné à l'industrie qui s'est aussi tellement servi d'elles. Mais alors, il y a un aspect dont j'ai même pas parlé là durant cette presque 45 minutes où j'ai blablaté, mais c'est l'aspect féministe aussi de Rihanna qui s'est aussi servi de son corps, en tout cas pour asseoir un message, pour asseoir un positionnement que je trouve très intéressant. C'est... pour moi, Rihanna, elle a mérité sa retraite. S'il y a de la musique, on en profitera parce que il y a toujours, en tout cas, là je parle pour ma génération, parce que je pense que si vous avez moins de 25 ans et que vous n'avez pas connu... 25 ans, ça fait 8 ans. Ouais, moins de 20 ans, on va dire. Les moins de 20 ans n'ont pas connu la Rihanna de la grande époque, si je puis dire. C'est déjà une vieille chanteuse du passé. Mais si, comme moi, vous avez dansé en boîte sur les sons de Rihanna qui venaient de sortir, vous savez qu'on écoutera et qu'on sera quand même au rendez-vous parce qu'il y aura toujours cette nostalgie et cet affect pour cet artiste qui, mine de rien, nous a accompagnés. Et dont les chansons, en tout cas, ont accompagné une partie de notre vie. Oh là là, j'ai encore beaucoup trop parlé. Donc, j'espère que vous êtes arrivés au bout de cet épisode. Vous vous êtes peut-être endormi si vous m'écoutez pour vous endormir le soir. Donc, je suis ravi de vous accompagner. Je vous remercie en tout cas d'être toujours fidèle à mes rendez-vous. S'il y a un sujet que vous avez envie que j'évoque, n'hésitez pas, mes DM sont ouverts. Et puis, je vous souhaite une bonne journée si vous m'écoutez dans les transports, une bonne fin de journée si vous m'écoutez au retour du boulot, un bon week-end si vous m'écoutez un dimanche après-midi en train de faire quoi que ce soit, et une bonne nuit si vous m'écoutez en vous couchant. Moi, je vous dis à bientôt, je vous embrasse, prenez soin de vous et merci.